Jimmy and the Sixers, mm-hmm. and Joel, and Benjamin, and Brett, and Brett, and GG, and JJ. and JJ, exactement. On va parler des Sixers. Yeah. On s'installe peinard. C'est le petit apéro spécial Philadelphie. On enchaîne sur l'actualité parce qu'il y a des choses dont on va discuter sur les Sixers et sur Jimmy Butler à ce moment très marquant de la saison. Nous sommes donc à mi-parcours. Philadelphie aujourd'hui, on va en parler en long et en large, que ce soit dans les résultats, dans le jeu, dans l'intégration de Jimmy Butler. Il y a plusieurs choses dont on va discuter. Oui, carrément. Blockbuster trade, on peut le dire. Tout à fait. 2 mois environ, à peu près, je te ressors la date, mais oui, c'est juste avant le match contre Orlando, c'était donc mi-novembre. 2 mois environ. On envoie, côté Sixers, on envoie Dario Saric et Robert Covington à Minnesota. Ouais, avec du second tour. Ouais, et on récupère Jimmy Butler. Bon, plus Justin Patton, mais voilà. Jimmy Butler surtout. L'idée, on en avait parlé à l'époque, former un Big Three. Associer une troisième star, tout à fait. Avec monsieur Benjamin Simon et monsieur Joel Embiid. Tout à fait, c'est ça. Des jeunes à fort potentiel, comme on dit dans le jargon. Oui. Qualité-défaut, hein. Enfin, bonjour. Tout à fait, pousser Joel le Embiid process. est déjà en train d'écrabouiller la ligue à ce moment-là. Oui. Son début de saison est monstrueux. Ben Simmons fait un peu moyen début de saison. Moyen début de saison. Depuis, ça va quand même bien mieux. Ça va nettement mieux. Ça joue très bien Ben Simmons. Mais oui, le but du process, c'est vraiment ça. C'est avoir 2 building blocks, comme on dit, hein, et essayer de voir si on peut ajouter une star à leur côté. Voilà. Il y a eu du bien, il y a eu du moins bien. Il y a des gros points d'interrogation. Faisons en effet tout le paysage. Dès le début, quand Jimmy Butler arrive, tu sens tout de suite l'impact, il y a une excitation à Philadelphie, notamment tout ce qui concerne le money time. Il va y avoir des matchs vraiment spectaculaires terminés par Butler. Il y en a 2 gros, les Hornets et les Nets. Ouais, tout à fait, en déplacement les deux. Et il y a du bucket. Balle à Jimmy, tout le monde s'écarte, l'autre il fait step back, ficelle, boum, au revoir messieurs, dames. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à dire, rien à voir, c'était très avec très propre. Avec Embiid qui lui saute dessus et tout, celui des Nets, c'est vraiment... Tout à fait, là quand on a vu ça, on a dit genre... On était là genre, oh là. Ok, merde. Surtout qu'après, tu vois, il y a eu des matchs aussi où sans vraiment qu'on puisse dire que les Sixers jouent bien, mais il y a des phases de jeu où tu te dis, attends, la triplette Embiid, Butler, Simmons, quand ils se mettent à défendre, quand ils se mettent comment t'attaques là-dessus? Voilà, quand ils se mettent à défendre sérieux, genre oh là là, qu'est-ce qu'ils sont relous. C'est très relou. Et à côté de ça, comment tu défends? J'ai plutôt envie de poser la question, comment les Sixers peuvent bien s'organiser pour attaquer? C'est ça, avec ce trio, et c'est le vrai sujet de cet apéro aujourd'hui, je pense que c'est là que tu voulais en venir, c'est bien sûr. La problématique, avant de parler de Brett Brown, des machins et tout, la problématique, elle est assez simple et en même temps elle est assez relou, c'est qu'on a 3 joueurs, ça a besoin de la balle. Il faut le cuire. Embiid a besoin de la balle au poste bas, franchement. Il y a eu beaucoup, ne pas donner la balle à Embiid au poste bas, non, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, bien sûr. Non, mais il y a eu beaucoup de blabla. Demander à Ben Simmons de jouer sans ballon, non, il a pas trop de shoot, c'est compliqué. C'est un distributeur, on le sait, donc il n'a pas besoin forcément de surscorer, mais il a besoin du crée. Qui crée balle en main. Et Jimmy Butler n'est pas venu pour être un spot-up shooter. Et Jimmy Butler, ne pas lui donner genre au moins 10 ou 12 pick and roll à jouer avec Embiid dans un match, sachant que c'est un peu pareil. Et puis que lui il a un shoot pour le coup par rapport à Simmons, c'est tout. Bien sûr, tu vois, genre, donc du coup il y a une alchimie à trouver côté Brett Brown. Et il y a déjà eu beaucoup de bâtons dans les roues, quoi. Il n'est pas super aidé par le caractère de ces mecs non plus. Il n'est pas aidé par la compétitivité de chacun et le caractère, et on l'a vu, ça a déjà commencé à parler. À peine Jimmy Butler était arrivé, qu'on l'avait vu, Joel Embiid le disait, je suis pas très à l'aise en restant juste à 3 points et en juste... Je veux de la balle au poste. Ça l'empêche pas de comprendre 5 fois par match à 3 points. On l'a déjà dit, Joel est parfois un peu indiscipliné, mais en même temps, quand tu as son niveau de domination et de talent, je veux bien l'entendre. Donc du coup, tu le vois certains soirs, comme on l'a vu, où juste Joel est intouchable. Et donc, directement, on a vu Embiid montrer des signes de difficile adaptation. Oui, mais là, moi, personnellement, j'ai été un petit peu déçu par Embiid là-dessus. On a qu'à y aller tout de suite comme ça, on va taillader un peu dans le vif, on va sortir le canif. Moi, ça m'a un peu saoulé quand tu te prétends être dominant et que tu es dominant et que tu es censé être un leader, tu peux pas penser qu'à ta gueule. Tu peux pas direct comme ça sortir dans les médias en disant ouais, j'aurais plus de balle au poste, ouais, j'aurais pas joué 3 points, ouais, ceci, ouais, cela. Non.
Non, bien sûr, on l'a dit, ça me saoule. On l'a dit, il y a du boulot sur le leadership d'Embiid, tout à fait. Il va devoir bosser là-dessus, mais en même temps, il a pas tort. C'est pas ce que je dis. C'est compliqué aussi de dire que quand tu vois Embiid dominer à ce point-là, tu te dis genre. Mais... Je dis pas qu'il a tort. C'est plutôt la façon dont il débarque et la façon dont il fait passer ses messages. La com d'Embiid, qui me plaît pas des masses. Bien sûr, la com d'Embiid. Surtout qu'en plus, c'est vraiment, ça manque beaucoup de psychologie de sa part, parce que Jimmy Butler, quoi. Il a pas la réputation d'être le joueur le plus facile de la ligue. Évite de mettre des morceaux de bois sur le bûcher, quoi. Tu vois ? Parce que sinon, ça va réveiller Jimmy qui, derrière, d'ailleurs, il y a eu des histoires entre Jimmy Butler, Brett Brown, il y a eu des petites histoires en déplacement, notamment importantes. Il allait réclamer ses pick and roll, l'autre. Il allait réclamer ses pick and roll parce que moi je aussi, et qu'en soit Jimmy Butler, personne n'est surpris. C'est pas une question de vouloir être absolument un connard, parce que je trouve qu'il y a aussi des raccourcis qui ont été très très faits. Et il n'a pas tort non plus. Et il n'a pas tort non plus. Parce que quand tu vois Jimmy Butler aussi balle en main et ce qu'il a été capable de faire. Mais c'est pour ça que je parle d'alchimie à trouver. Bien sûr. Après, alchimie, il faut en effet offensivement qu'il y ait un truc à trouver. Il faut qu'il y ait une hiérarchie. Il faut qu'il y ait une hiérarchie qui doit être, selon moi, trouvée par Brett Brown en termes purement de répartie offensive, c'est-à-dire de répartition offensive. C'est-à-dire que quand tu vois même. On n'a même pas parlé de Ben Simmons, là. Qui a fait des matchs où quand il score. Avec peut-être 10 shoots réussis sur 13, avec de la passive dans tous les sens, il est incroyable, en n'ayant pas non plus trop monopolisé le ballon, quoi. Pas trop. Et manquerait plus que lui se plaigne, tu vois. Et voilà, lui on l'a pas trop entendu se plaindre. Heureusement. Pourtant il a son petit caractère, le pépère. Donc attention. Putain, oui. Donc attention, mais pour l'instant on l'a pas entendu. Ça veut pas dire qu'il dit rien dans les vestiaires ou quoi. Attention, non, c'est sûr. Ça veut rien dire. Mais effectivement, il y a en fait, il y a une question de compatibilité de ce trio qui est réelle et qu'il faut se poser. Est-ce que réellement tu peux faire bien jouer ce trio ? Je dis pas que c'est pas possible, attention. Hein. Je dis juste la question se pose dans le sens où Embiid, on a dit les trois ont besoin de la balle. En plus, dans les trois, aucun n'est un vrai sniper à distance. Non. Ça peut rentrer des tirs, Butler. C'est des capables. Embiid en met un peu et Simmons n'a pas de shoot. Les deux joueurs extérieurs, Simmons et Butler, alors quand même leur force pour moi c'est la pénétration, l'agression vers le cercle, la provocation de faute, avec tous les deux un bon jeu de passe. Ben Simmons a un pur jeu de passe et Butler aussi. Et Embiid est capable s'il y a des prises à deux ou depuis le poste bas. Mais du coup, il est où ton vrai spacing ? Donc évidemment, tu mets un JJ Redick sur le terrain. On a vu un peu de Muscala, on a vu un peu de Wilson Chandler. On a vu Chamet, tous les mecs des gars qui sont là pour donner de l'espace, quoi. Pour mettre du spacing, bien sûr. Mais c'est pas si simple. C'est pas simple, et en plus le plus gros bordel dans tout ça, c'est que comme on l'a vu, le transfert il a été réalisé dans le cadre de la dernière année contractuelle de Jimmy Butler, et c'est là que ça me pose un gros souci, parce que quand tu mentionnes cette histoire, ça m'a fait un flash. Quand tu mentionnes cette histoire de compatibilité entre des joueurs, entre des gars, est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble, etc. On l'a déjà vu par le passé. On a déjà vu des gars, on s'est dit, est-ce que c'est forcément compatible ? Je te sors un exemple tout con. Je sais que ça va peut-être être un stretch pour certains, mais quand tu vois la façon dont Westbrook s'ajuste cette saison par rapport à un Paul George, dans la façon dont il jouait précédemment et dans la façon dont il joue maintenant, il n'y a pas de galère contractuelle. Il n'y a pas de bif à aller chercher sur la table. C'est plus facile. Et donc, c'est plus facile. Et donc, du coup, Jimmy Butler, c'est compliqué pour lui, par exemple, déjà, en termes de caractère, et surtout dans sa situation actuelle au niveau du contrat. Il doit prouver, il doit montrer. Il doit montrer qu'il peut avoir un contrat max. Et donc, du coup, je pense que s'il n'était pas dans cette situation-là, et s'il était uniquement dans une situation où il voulait clairement gagner, et qu'il était safe au niveau contractuel, je pense qu'il serait capable de se dire à lui, ok, misons sur Joël et je vais transformer mon jeu et je vais devenir défenseur de l'année et juste lockdown tout le monde 20 points par match, je vais foutre mes 20 points y a pas de souci, 12 sur 12 au lancer avec 0 balle perdue comme Jimmy Butler est capable de le faire. Je trouve que la situation de ce... Tu vois, au Thunder, c'était, si je peux me permettre, un tout petit peu plus facile. Bah bien sûr. Parce qu'il y a que 2 joueurs déjà, pas 3. Ah mais il y en avait 3 l'année dernière. C'est ça que je veux dire. Mais non. Non, il y en avait que 2. Non, il y en avait 3. Je sais, t'as envie de dire un 2. Il y en avait 3. On l'a vu par le passé. Ça n'a rien à voir. Melo est un vrai spot-up shooter. Melo peut vivre sans la balle. C'est pour ça que je ne compare pas les joueurs. C'est différent. Tout à fait. Je compare les situations par rapport au contrat. Et donc Jimmy Butler, je crois que s'il était vraiment safe, positionné là à Philadelphie et qu'il n'y avait pas ça, du coup, on pourrait installer déjà un début de hiérarchie offensive. Comme on est en train de le voir dans d'autres franchises qui ont réussi à le faire petit à petit avec des stars. Bien sûr. Vu que là, chacun veut un petit peu sa pomme. Ben Simmons aussi, il va devoir y prendre son chèque. Et d'ailleurs, on voit un autre exemple qui est aussi, tu vas dire, c'est un peu stretch aussi en ce moment. Vas-y, moi tu sais, je suis chaud pour ça. Cette saison qui est pas si simple que ça en termes d'adaptation offensive et de rotation et de comment fonctionne le vestiaire et tout, c'est Boston. Tout à fait.
clairement, entre Kyrie Irving, Gordon Hayward, Jason Tatum, Jaylen Brown, Terry Rozier, il y a des mecs qui ont besoin d'un contrat là-dedans, qui doivent prouver, il y en a d'autres qui ont signé et tout machin, on voit bien que c'est pas si simple. Et pourtant, ce ne sont pas des stars du niveau de Embiid, Simmons et Butler. Donc imagine pour ces 3 stars-là. C'est pas facile. Hein. Clair. Mais là, il y a un vrai défi devant Philadelphie. Déjà, le premier défi, au-delà des histoires de contrat, c'est de réussir à faire des meilleurs résultats sportifs. Sur le bilan, ouais, clairement. Aujourd'hui, Philly est 4e. Ils sont 4e, et en soi, si on regarde, Jimmy Butler, il est arrivé, ils étaient à 9 victoires en 15 matchs, c'était moyen, et depuis qu'il est là, il y a 20 victoires en 30 matchs, à peu près. C'est à peu près pareil. C'est bien. On peut pas dire que Jimmy Butler ait boosté leur bilan et leurs résultats sportifs. Oui, et c'est pas suffisamment mauvais pour que ça devienne un sujet. Quoi. Exactement. Donc ça va. Donc, on voit bien que c'est une adaptation à mettre en place. On voit bien aussi que le talent leur permet de gagner des matchs à la con sans bien jouer. Ouais. Ça, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais... quand t'es en galère, on parlait du buzzer contre les Nets, ils étaient menés de 20 dans ce match. Et c'est Embiid et Butler qui se vénèrent. Bien sûr. Et ça revient, et Butler il termine le bordel. Tout à fait. C'est le talent. Et tout à fait. Et c'est tout le pari de toute façon de cette saison. On se marre sur la régulière, mais si Philly le nouveau management a fait ce trade, c'est pour voir ce que ça donne en playoff. C'est clair. Parce que quand tu vas te retrouver dans la merde et qu'il faudra justement revenir à l'extérieur et que tu auras le star system avec toi. Oui, et puis que là, pour le coup, le côté tête de compte de ces joueurs peut leur servir. Bien sûr. Parce que c'est des joueurs, ça va pas avoir peur, ça va rentrer dans le lard en play-off. Bien sûr. Ça peut être une équipe très très chiante à jouer sur demi-terrain, à attaquer dessus, notamment attaquer sur ce Philly bien déterminé sur demi-terrain en play-off. Ça peut être relou. Ça peut être relou. Maintenant, évidemment, le sujet qui fait le plus chier, je pense, un des sujets qui fait le plus chier les fans des Sixers depuis ce transfert, évidemment, c'est la profondeur d'effectif. Tu le vois là clairement, le déséquilibre qu'il y a entre le premier 5 et le second. Il peut y avoir des ajustements à faire de la part de Brett Brown là-dessus. Oui. Il devrait d'ailleurs en faire un petit peu pour que ce soit un peu plus équilibré. Il peut y avoir une petite signature de vétéran ou quoi, là, comme ils ont fait l'année dernière. L'année dernière, Bellinelli, Ilyasova, Bello, tout ça vient tout à fait en milieu de saison. Ce genre de profil qui débarque là. Tout à fait, ils peuvent. Mais il n'empêche que leur banc actuellement est trop ric-rac par rapport à la concurrence. Même une équipe comme Boston qui est dans la merde, leur banc, ça ira très bien. C'est beaucoup plus profond. Et donc du coup, tu le vois à la Philly, je pense qu'il y a un gros taf qui doit être fait par Brett Brown sur la façon dont ces rotations sont gérées, parce que on l'a vu, on avait parlé pareil, je vais pas faire des comparaisons avec d'autres équipes, mais on a vu les coachs qui faisaient des rotations uniquement binaires et on avait besoin qu'il y ait tout le temps 1 à 2 superstars sur le terrain. Tu es capable d'avoir tout le temps une superstar sur le terrain. Donovan l'a compris ça. Oui, tout à fait. Mais tout à fait. Et donc tu pourrais avoir en soi des matchs complets de Philadelphie où tu as systématiquement 2 stars sur le parquet, quoi. Ouais. Tu pourrais. Tu démarres avec les 3 et après tu bricoles. Là, malheureusement, on adore McConnell, Muscala, tous les copains qui font le boulot du côté du banc de Philly, mais c'est ric-rac, quoi. Non, il faut toujours avoir... Jamal Bolden et tout, c'est bien. Il faut toujours avoir un Butler Simmons ou un Butler Embiid sur le terrain. C'est ça. Ou un Simmons Embiid. Hein. Tout à fait. Et avec un plan de jeu structuré, c'est-à-dire, sur le début du deuxième quart-temps, c'est balle à Jimmy Butler... Tu lui fous Jonah Bolden, Mike Muscala, etc. Simmons sur le banc. Et Simmons sur le banc, par exemple. Il se repose un peu. Et tu dis à Jimmy Butler, régale-toi, frère. Ouais, vas-y, fais des pick and roll. Ouais. Un peu compliqué. Il y a du taf. Il y a du taf. Mais c'est pas inintéressant. Hein. Ah non, moi, je suis pas aussi pessimiste. J'ai lu pas mal de commentaires assez pessimistes. Sur les Sixers, pas mal de gens qui disaient oh là là, énorme erreur, fallait jamais lâcher Saric et Covington. Non mais je l'ai lu, fallait pas lâcher Saric et Covington, il y a plus de profondeur, ça marchera jamais, le trio et tout. Non, calma. Doucement, ça fait que 2 mois que c'est ensemble. Bien sûr. C'est vrai que tu vises avril. Tu vises avril, tu seras là en avril. L'idée là, c'est de réussir la deuxième partie de saison du mieux qu'ils peuvent pour avoir le meilleur classement possible. Tu vois, parce que là tu t'arrêtes le truc à aujourd'hui, tu dois jouer potentiellement les Raptors sans l'avantage du terrain en demi-finale de conf, c'est pas un cadeau l'affaire, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un cadeau, et sans compter que t'aurais joué les Celtics au premier tour, hein, parce que pour l'instant c'est 4-5, donc bonjour l'ambiance, tu vois, t'es les Sixers, t'as qu'une seule envie, c'est au moins gratter le spot des Pacers pour être troisième. Tout à fait, le podium, tu dois. Minimum, donc, et voire plus si affinité, après faut voir la continuité de la deuxième partie de saison, mais les Bucks et les Raptors vont pas être si simples que ça à aller chercher, hein. Donc voilà, mais c'est le premier objectif, ensuite t'arrives en play-off, là, les stars vont devoir montrer de quel bois elles se chauffent. Ouais, mais là, elles vont devoir. Bien sûr, mais on l'a souvent dit, tu le dis souvent toi-même et moi aussi, c'est que c'est souvent les playoffs aussi du reflet de saison régulière. C'est dans la lignée. Hein. Et donc, il faut que tu aies déjà installé. Tu peux pas te ramener en playoff dans une situation compliquée. Et tout d'un coup, mais tu peux pas te ramener dans une situation compliquée et te dire, genre, bon, maintenant qu'on a les stars,
Sauvez-nous les gars. Si les mecs s'embrouillent, si ça va pas, si le coach n'a rien mis en place et qu'il n'y a pas, comme tu viens de le dire, des rotations avec un minimum de plan de jeu établi, ça va être compliqué de faire fonctionner le bordel en playoff. Tout à fait. Et avec derrière en plus, la question évidemment que la plupart des habitants de Pennsylvanie se posent, est-ce que t'es bien parti là pour prolonger Butler ? Est-ce que Jimmy là, en 2 mois de test, dans ce système, avec ces joueurs-là, avec ce coach-là, avec le potentiel qu'il y a... Je suis mi-figue. Je suis mi-figue, mi-Sixers. Je suis très raisin pourri, moi. Moi, je suis mi-figue, mi-Sixers là-dessus, parce que je pense que si ça continue comme ça tout au long de la saison, que tu restes 4e, peut-être t'arraches une 3e place, c'est en fonction de ce qui se passera en play-off que ça se jouera. Tout à fait. Si par contre, effectivement, ça s'améliore pas et que tu te fais fumer, genre au premier tour de play-off, parce que même si t'as l'avantage du terrain, tu joues des Celtics ou des Pacers, enfin je sais pas comment ça se bricole, tu vois, et que tu te fais fumer tout de suite, je crois que tu gardes pas Jimmy. Bien sûr, mais même, tu vois, je sais, c'est chelou de s'avancer comme ça parce que les playoffs ramènent tout le temps leur lot de surprise. Mais même, tu vois, s'il y a un gros run des Sixers en playoff, genre, je sais pas, tu vas même en finale de conf et tout, j'ai l'impression quand même qu'intrinsèquement, là, il n'y a pas de hiérarchie. Tu sais pas ce qui se passe. Et donc, du coup, j'ai peur que les mecs ne savent pas qui a le plus de shine. Mais une hiérarchie en 2 mois, c'est pas facile. Hein. Je suis d'accord. C'est pour ça que c'est compliqué pour Brett Brown, dont on parle d'ailleurs. Tu vois, tu parlais d'OKC tout à l'heure. Oui. Même Paul George est en feu, bien sûr. Ça reste la team de Westbrook. Bien sûr, tout à fait. On est d'accord. Tout à fait, on sait qui remporte le shine. À Boston, le meilleur joueur, le patron, entre guillemets, c'est Kyrie Irving. Oui. Ils sont sympas, les Tatum, les Hayward, les Brown et tout, mais à un moment donné, à la fin du bal, on compte les points et on regarde, on voit bien que c'est Monsieur Kyrie qui est le patron, tu vois. Qui est le patron, là ? Et ben voilà, moi je... Et si ce n'est pas Jimmy Butler, est-ce que Jimmy Butler est chaud pour que ce soit Embiid qui soit le patron ? Sur ce début de saison, ça devrait être Embiid le patron. Et donc est-ce que Jimmy Butler a envie de rejoindre une équipe où c'est le numéro 2 par rapport à un mec qui est depuis 3 ans dans la ligue ? Avec 2 espèces de super lieutenants qui sont Butler et Simmons. Ouais. Ou alors après tu pourrais avoir un autre style de jeu qui serait basé autour de Simmons. Mais je vois pas comment Butler peut être le patron, moi par contre. Compliqué. Pas un patron de... C'est pas un joueur... Moi aussi, je pense que c'est pas un joueur qui te ramène... En plus, il a pas prouvé par le passé qu'il pouvait jouer vraiment les patrons. C'est pas... On le met dans un cran en dessous des Kawhi, Giannis, etc. On est d'accord. Dans la conférence Est, c'est un pur joueur, mais qui n'est pas de ce même level-là. Qui est capable d'atteindre ce level-là de manière fréquente, mais pas aussi régulière. Mais moi, je suis d'accord. La mentalité aussi. Est-ce qu'il a la mentalité d'un patron, Butler ? Non, bien sûr. Mais donc, du coup... Prendre un step back par rapport à un mec qui vient d'arriver en NBA un petit peu en Embiid et qui dit j'en ai marre de shooter à 3 points, je veux la balle au poste. Je suis pas sûr que Butler, vu sa capacité d'ajustement et d'adaptation, il soit ok quoi. Non, c'est pas sûr. Je suis assez inquiet, je t'avoue, sur le... Beaucoup de gens qui sont inquiets, comme tu le disais, sur le dossier Philly. Je pense qu'en effet, il faut leur donner du temps. Mais le ressenti que j'ai là, quand je vois comment ça se passe, même les victoires, qui sont pas non plus déterminantes. Ouais, non, là, ils viennent de battre les Hawks, c'était pas l'extase. Hein. Et bon, ça arrive de se faire taper par les Hawks, c'est comme ça. Ou par les Wizards qu'on a vu qui sont capables de jouer. Mais même les victoires ne sont pas... J'ai pas des victoires où je me suis dit genre... Waouh. Non, moi non plus. Avec les 3 là, moi, j'ai eu des phases défensives où j'ai fait... Tout à fait, il y a des phases. Mais un match complet... Des séquences et tout, j'étais là genre, ah ouais, ça peut vraiment être chiant, surtout que les mecs sont en rodage. Mais non, effectivement, mais il y a des inquiétudes à avoir. C'était un move risqué. En même temps, est-ce que Philly pouvait vraiment ne pas je regrette pas de ramener une star ? Je regrette pas le coup, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Tu vois ? Tenter de ramener une star, ça se défend quand même. Parce que tu verras en mai, si tu peux. Mais il faudrait être bien classé. Voilà. C'est ça. D'accord. Donc évidemment, les fans de Philly, surveillez bien le calendrier, la trade deadline, comme on l'a dit, parce qu'avec le no management, peut-être que ça va bouger. Oui, c'est pas impossible ça. Hein. Ouais, et puis gardez surtout un nez dans le vestiaire des Sixers, parce qu'avec les têtes de con, il peut y avoir des petites rumeurs qui sortent bien croustillantes. Checkez les comptes Instagram. Exactement. Allez, ciao. À la prochaine. Ciao.